Pour avancer, Mariana Bravard, bon dia. On va revenir un peu au sujet de la finance. J'ai une question à vous poser, une question de base. Quels sont les principaux obstacles à la digitalisation des processus de commerce international, notamment, et de la trade finance dans une institution privée comme la Société Générale? C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, elle ne touche pas simplement nos vies privées, et ce n'est pas restreinte aux politiques publiques, à la gouvernance publique, mais elle est aussi déterminante à la gouvernance privée. Comment ça se passe au sein de la Société Générale? Merci déjà, bonjour à tous et toutes. J'aimerais seulement faire un petit mot vers Christian Cazeneuve qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous. Merci pour sa confiance. Déjà, qu'est-ce que les trade finance? Commençons par le démarrage. Donc, les trade finance, c'est le financement du commerce international afin de maîtriser les risques et de financer en mode sécurisé les flux de marchandises et de services tout autour du globe. Donc, quels sont les types de produits? Donc, il y a les lettres de crédit, il y a les garanties, il y a des remises documentaires. Et ce processus, c'est un processus vieux comme l'humanité, mais qui reste encore aujourd'hui archaïque, long, basé sur du papier. Aujourd'hui, le commerce international ne se vaut que par du papier. Et c'est quelque chose que pendant la crise Covid, on a vu que c'était quelque chose devenait de plus en plus compliqué. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde où il faut aller vite, on veut de l'agilité, la digitalisation de ce processus est la seule solution. Et même avant de parler de l'IA, que le fait de pouvoir digitaliser. Donc, seulement pour vous donner une idée, le commerce international aujourd'hui, c'est 33 000 milliards de dollars par an, 26 000 milliards sur de produits et 7 000 milliards sur de services. Et ça représente plus de 4 milliards de documents papier qui circulent autour du globe. Si je prends l'exemple d'un produit, une lettre de crédit, elle prend aujourd'hui environ 15 jours ouvrés, donc 3 semaines, en délai de traitement. Elle engendre 36 documents différents et environ 240 copies, parce que chaque document, bien sûr, il est imprimé plusieurs fois. Donc, en termes d'impact environnemental aussi, c'est énorme. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça fait qu'aujourd'hui, les petites entreprises, elles préfèrent prendre le risque de ne pas se couvrir par un produit de trade finance que de dépenser de l'argent et du temps pour avoir ce type de produit. Donc, dans les années 80, 80% du commerce international était sécurisé par des produits de trade finance. Aujourd'hui, on est à moins de 20%. Donc, ça veut dire que c'est un processus, c'est un métier qui est très risqué. C'est très risqué parce que les gens, ils ont envie d'aller vite, mais on est un peu bloqué. Donc, comment faire? Aujourd'hui, les banques, elles ont un rôle très, très important, étant déjà le financeur et celui qui propose ces types de produits. Et la Société Générale, notamment, a participé au groupe de travail avec la Chambre de commerce internationale à Paris, Europlace. Donc, Christian a été un des co-auteurs du rapport. Et on anime un groupe de travail avec la Chambre de commerce internationale où on met en place, autour de la table, l'ensemble des acteurs. Donc, les banques, les juristes, les corporates, les fintech, des grandes et petites corporates, les armateurs, les transporteurs, donc tout le monde autour, pour qu'on comprenne le besoin, le problématique de chacun et d'essayer de trouver des solutions communes. Le rapport de l'ICC et de la Chambre de commerce internationale Europlace a notamment mené à l'adoption en France d'une loi qui s'appelle la MLETR, Model Law on Electronic Transferable Records,
Donc c'est une loi qui rend juridiquement légale la digitalisation des documents de trade, de commerce international. Mais c'est, comme a été dit par mes collègues avant, c'est quelque chose qui est très long. La France a démarré en 2022, donc ça a pris 2 ans pour qu'on puisse la voter, la loi, mais le décret, il n'est toujours pas adopté. On attend, on espère que cette année, ça sera fait. Mais la loi a été votée par les Nations Unies en 2017. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est en début des années 2025, on n'est que 10 pays à l'avoir adoptée. Et j'inclus la France là-dedans parce que je suis optimiste et j'espère que ça sera vite le cas. Et malgré que la Chambre de commerce internationale pensait que vers 2026, donc l'année prochaine, on serait une centaine de pays, ben, ce n'est pas réaliste. Et c'est là où je réponds à ta question, André. Pourquoi ce n'est pas réaliste? Ce n'est pas réaliste pour trois points principaux. Le premier, c'est le juridique. C'est long. C'est très long. Et il faut qu'on s'assure que tous les pays ont les mêmes réglementations, les mêmes lois. En tout cas, globalement, pour permettre, comme c'est le commerce international, par définition, est international dans plusieurs pays, donc on a besoin de s'assurer que si j'envoie de la marchandise de France vers le Brésil, la loi, elle va accepter les documents digitaux tout au long de la chaîne. S'il y a un endroit où cette documentation elle n'est pas légale, on va être obligé de passer par le papier et du coup, ça casse justement toute l'efficacité et la maîtrise des risques qu'on souhaitait apporter. La deuxième, donc aujourd'hui, dans la dizaine de pays, il y a quand même pas mal d'avancées en Amérique, en Europe et en Asie. L'Afrique reste très, très en retrait. C'est d'ailleurs une des actions qui est faite côté Société Générale pour aider ce continent à aller un peu plus vite parce que c'est un des plus grands consommateurs de produits de trade. Et donc, c'est quelque chose qui peut bloquer dans sa globalité. Le deuxième enjeu qui est très, très important, c'est la question de la technique. Les Nations Unies et l'ensemble des pays, personne ne s'est prononcé sur une technologie spécifique. Donc, aujourd'hui, il y a de nombreux acteurs dans tous les secteurs qui proposent des solutions, mais qui ont des règles et des techniques qui sont propriétaires. Et donc, pour une banque ou pour un armateur, choisir une technique, c'est abdiquer des autres. Et donc, d'abdiquer d'une partie du marché, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc là, la question va être l'interopérabilité. Et là, l'IA va jouer un rôle fort parce qu'il faut qu'on soit en mesure, indépendamment de la technologie, que ce soit de la blockchain, que ce soit de la simple digitalisation de documents, il faut qu'on puisse communiquer dans toute la chaîne, depuis l'exportateur jusqu'à la livraison à l'importateur en passant par toutes les étapes. Et la troisième question, c'est la question de l'humain. Il faut que l'humain ait envie d'aller vers cette nouvelle façon de gérer le commerce international, d'aller vers le digital. Donc il y a une question de change management qui est très très important parce qu'il faut sortir du papier, il faut passer vers le digital, il faut accepter, il faut vraiment vouloir y aller. Mais l'investissement, il est quand même très important. Aujourd'hui, une banque, un grand armateur, même une très très grande entreprise multinationale, elle serait en mesure éventuellement d'investir. Mais et les petites entreprises, les moyennes entreprises, les PMI qui ont besoin de ça, c'est un peu plus compliqué d'avoir les moyens de passer le pas. Donc, je vais seulement finir avec quelque chose, c'est que aujourd'hui, on pense que si on arrive à sauter le pas et être dans le trade en commerce international complètement digital, on pourrait passer la lettre de crédit dont je parlais au début de 15 jours ouvrés, 3 semaines, à moins d'une semaine, entre 3 et 5 jours ouvrés. Et on pense que très rapidement,
on pourrait sécuriser au moins 30% de flux, ce qu'aujourd'hui on est uniquement avant. Et je pense que je pourrais parler un peu plus tard, André, sur des cas d'usage de l'IA qu'on a déjà mis en place depuis 2008 à la Société Générale pour améliorer l'efficacité dans le trade finance. 2008, c'est impressionnant. 2018. Ah, pardon, 2018. Ok, c'est pas moins impressionnant. En fait, deux choses à retenir, je dirais, dans les médias de votre intervention. La question de l'internationalisation de la loi, il est nécessaire d'avoir un cadre international de loi pour que nous puissions tous discuter sur la base de mêmes termes. Et j'oppose cette nécessité à un cadre, à une réalité d'affaiblissement des institutions internationales qui n'est pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà du début des années 2000. Lors de la contestation du droit international au sein de l'ONU et du bombardement de l'Irak par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Alliance. Même avant, peut-être, on pourrait citer la Bosnie et la rupture dans le cadre du droit international. Et la deuxième question que je tiens à cœur de votre intervention, la question de l'équité et les possibilités de petites et moyennes entreprises d'être en concurrence loyale avec de grands groupes multinationaux qui, eux, ont les outils et l'argent pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément dans cette nouvelle étape de la révolution digitale.